on a demandé aux avocats d'aller proposer un texte. Et je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais moi, personnellement, j'attends que la justice clôture un peu ce dossier parce que ça commence à prendre des ampleurs que je ne pourrai plus supporter. Maintenant, là, je ne veux pas en communiquer là-dessus, mais je crois que apparemment, on veut me pousser à parler davantage. Très bien. Le prochain rendez-vous, c'est pour quand avec le parquet? Ce sont eux qui décident. Moi, je suis là. J'étais à l'étranger, je suis rentré. J'attends le jour où on va m'inviter, je viendrai. Très bien. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Les informations de Marlin Vuvuzahao, cet acteur politique de l'opposition qui monte en puissance. Dernièrement, il a fait, je crois avant-hier, il a fait l'objet, il a raté selon ses proches, un enlèvement alors qu'il se trouvait chez lui. D'après le récit qui nous a été présenté par ses proches, un groupe de gens non autrement identifiés ont voulu l'enlever chez lui et par justesse, il a pu quand même échapper à ça. Et présentement, selon nos informations, Marlin Vuvuzahao n'est pas aux arrêts. Il n'est pas aux arrêts tel que affirmé par une certaine opinion. Il est en clandestinité. Donc il ne faut pas confondre l'arrestation à la clandestinité. Donc Marlin Vuvu n'est pas aux arrêts, mais il est en clandestinité parce que d'après ses proches, il serait recherché par le service. Craignant pour sa sécurité, Marlin Vuvu a préféré passer sa vie en clandestinité le temps que la situation se calme. Un petit mot, Alain Bolodjoa, par rapport à Marlin Vuvu, qui fait l'objet d'une recherche. On ne sait pas par qui, mais bon, on dit qu'il est recherché par les services. Voilà, c'est ça en fait le caractère ambivalent de la justice congolaise. Je crois que Marlin Vuvu, c'est une personnalité connue, son adresse est connue. Si vous pensez qu'il aurait violé la loi, la moindre chose c'est de l'inviter. Je crois, je félicite le substitut du procureur qui m'avait lancé l'invitation, quand même que je n'étais pas là, mais je me suis présenté. Voyez-vous? Nous ne serons jamais des fugitifs. Je ne sais pas si cela sera son cas. Si vous avez besoin de nous, nous allons nous présenter parce que nous sommes des légalistes. On nous dit qu'il aurait été victime de... je ne sais pas. Il a échappé de justesse. Il a échappé de justesse. Ouais. Alors qu'il se trouvait chez lui. Alors qu'il se trouvait chez lui. À quelle heure? Et aujourd'hui, on ne sait même pas le localiser parce que son téléphone ne passe pas. Personne de sa famille ne sait où il est. J'apprends ici qu'il serait en clandestinité. Mais on pourrait être surpris d'apprendre qu'il serait arrêté quelque part. Et ça ne sera même pas la première fois. Il n'est pas aux arrêts. Ce qui est sûr, il n'est pas aux arrêts. Bon, il est en clandestinité. Ce qui est sûr, personne ne peut nous certifier que ce que vous dites est vrai. Parce que je sais que lorsqu'on avait arrêté Daniel Safou, il lui fallut que nous intervenions pour que nous sachions où il était. Il a été pris au niveau de l'aéroport, personne ne savait où il allait. Et c'est par la suite qu'on apprendra qu'il était arrêté par l'ex des MIAP. Et donc, avec le fonctionnement actuel de l'État, c'est fort probable qu'il soit arrêté et que personne ne soit informé. Mais si nous nous référons aux dispositions pertinentes de la Constitution, en réalité, lorsque vous arrêtez quelqu'un, vous lui donnez la possibilité, n'est-ce pas, d'entrer en contact avec sa famille. Mais lui n'est pas aux arrêts. Avec les avocats. Merci pour la certitude. Ouais, je peux vous certifier que Marlin Vuvu n'est pas aux arrêts. Il est en clandestinité. Je peux vous le confirmer. Ou sinon, il est arrêté clandestinement. Ah là, je vous c'est une option. Là, je concède. Moi, j'ai pas d'éléments, donc je ne peux pas opiner là-dessus. Mais ce qui est vrai, à chaque fois, on est menacé. Ouais, ça c'est. Et je crois que, heureusement pour moi, j'ai en face de moi quelqu'un qui en a été victime. Et donc, nous pensons que cela doit s'arrêter parce que nous devons arriver à respecter le droit acquis. Hein, le droit à la défense, on a le droit de contacter son avocat. Exactement. Voilà pourquoi j'ai dit, personnellement, bien que je ne suis pas totalement d'accord sur la démarche, mais ce qui est vrai, je me sens un peu sécurisé par la justice parce que j'ai été invité. Donc, quand vous m'invitez, je viendrai. Mais si vous envoyez vos speeds pour venir nous prendre là où vous voulez, là, c'est pas important. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Nous tenons ici à réaffirmer que Marlin Vuvuzahao n'est pas aux arrêts.
tel que annoncé par une certaine presse et quelques communicateurs de l'opposition. Il est en clandestinité, selon ses proches. Nous revenons sur ce plateau, Alain Bolodjoa Ibola. Le ministre de la Justice, je ne prendrai pas la vidéo parce que la vidéo du ministre Moutamba a fait le tour des réseaux sociaux, pas la peine d'y revenir. Je crois que vous l'avez aussi suivi, non? Non. Vous n'avez pas suivi la vidéo? Non, non. Derrick Loukeba, vous avez la vidéo du ministre Moutamba? Quand il annonce, mais vous avez quand même suivi l'annonce de... le commentaire, oui. L'injonction. Mais l'annonce, non. Bon, très bien. Derrick Loukeba, vous avez la vidéo? On y reviendra, mais au moins je vous rapporte. Le ministre Moutamba a instruit à la justice de saisir le Sénat, ce qui est déjà fait, de procéder à la levée des immunités de l'ancien président de la République élu, sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. D'emblée, comment avez-vous apprécié la démarche du ministre de la Justice? Bon, je trouve je ne parlais même pas en termes d'ambition, je le trouve il est un peu agité dans sa démarche, parce qu'il doit prendre la question à deux niveaux. Il semblerait qu'on aurait porté plainte ou on aurait soumis le dossier de M. Kabila à la CPI. Je ne sais pas qu'est-ce que nous allons gagner si aujourd'hui on arrivait à les juger au niveau interne, parce que je sais que le principe de subsidiarité va s'imposer. Lorsque la justice interne arrivera à juger Kabila et à le condamner, éventuellement la Cour pénale internationale ne sera plus en droit de le poursuivre pour le même dossier. Deuxième élément, c'est sur le plan interne. Je ne vois pas j'oublie souvent son nom. Voilà, monsieur Moutamba, je ne le vois pas servir la République en s'agitant trop ou en étant un peu trop impulsif. Il veut traduire M. Kabila en justice. Jusqu'à preuve du contraire, il est le président, l'ancien président. En tant que tel, la loi, bien que la Constitution n'a pas statué sur la question, mais du moins la loi portant statut des anciens présidents et chefs de corps a fixé, n'est-ce pas, le juge pénal d'un ancien président. C'est vrai. Il peut être poursuivi pour le fait qu'il a posé après la fin de son mandat par la Cour constitutionnelle. Et cette loi voudrait assez qu'on arrive à convaincre 2/3, n'est-ce pas, de membres constituant le Congrès. C'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès est la seule instance à même d'élever les immunités, de décider sur la mise en accusation. Je ne voulais même pas parler des immunités, de décider sur la mise en accusation de l'ancien président. Alors, je me pose la question, d'où tire-t-il ces pouvoirs-là de décider sur Kabila? Parce que dans le fractionnement de compétences, je ne vois pas un ministre en charge de la justice avoir le pouvoir de décider sur le sort de M. Kabila. S'il a des éléments, s'ils auraient des éléments comme ils les prétendent, ils doivent saisir le juge de la Cour constitutionnelle qui a compétence de traiter sur tous les cas liés à Kabila, qui du reste est l'ancien président de la République. C'est-à-dire il dépose au niveau du procureur général de la République. Le procureur général de la République va enclencher la procédure pour justement avoir l'autorisation de la mise en accusation. Et après, éventuellement, il sera jugé et condamné. Parce que c'est que moi, je ne voudrais pas donner l'impression, on ne doit pas donner l'impression comme si Kabila ne peut pas être arrêté. Voyez-vous, avant qu'on arrive là, je voudrais quand même vous résumer, vous résumer l'éclairage du ministre de la Justice et garde-sceaux sur d'où il tire les compétences et de traduire Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République élu devant les instances judiciaires. Maître Constant Moutamba, ministre de la Justice, concernant la demande de l'auditeur général, de l'auditeur général adressé au Sénat pour obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite contre les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange accusés de trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange, non pas en sa qualité de l'ancien président de la République élu, mais en sa qualité de sénateur. Et ce, conformément
aux articles 104, 107 et 153 de la Constitution, mais aussi de l'article 120 du Code judiciaire militaire. Le fait pour lequel Joseph Kabila Kabange est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette qualité-là. Mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point de besoin de passer par le Congrès. Ça, c'est sa conclusion. Là. Tel que le fait la loi du 26 juillet 2028 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi qu'à l'article 167 de la Constitution. C'est en résumé ce qu'il a dit dans sa vidéo. Comment heureusement, je ne l'ai jamais considéré comme un homme sérieux, parce que dans sa démarche, il veut dissocier les statuts d'ancien président et les statuts de sénateur à vie. Et il a évoqué la loi. Quelle loi? Oui, je viens de citer. Non, mais vous avez cité l'article 104. Ouais. Ici, il s'agit des sénateurs. On ne parle pas de l'ancien président. Parce que je ne vois pas comment on va dissocier les sénateurs à vie et l'ancien président. Les sénateurs à vie, c'est un titre honorifique, justement parce qu'il a été président de la République. Voyez-vous? Il est ancien président de la République. En tant que tel, son juge pénal est connu fort malheureusement grâce à une loi. Tant que cette loi n'a pas été changée, je suppose que Kabila ne peut être jugé que par la Cour constitutionnelle. Et cette loi a fixé le matière pour lequel il pouvait être poursuivi. Les actions posées après son mandat. Son juge est connu. Ne donnons pas l'impression comme si M. Constant Moutamba a un pouvoir supraconstitutionnel. Apparemment, il veut gérer son secteur comme s'il gérerait son parti politique. Nous sommes en train de parler d'un ancien président. Il ne s'agit pas d'un sénateur. Parce que Kabila, dans le sens régalien du terme, n'est pas sur la liste des 108 sénateurs. Mais le titre qu'il porte, c'est sénateur à vie. C'est-à-dire, c'est un sage. C'est quelqu'un que l'on pourrait éventuellement consulter. Mais Kabila n'exerce pas la fonction du sénateur. Or, l'article 104, 105, 106 parle de la fonction du sénateur, de comment on accède à la fonction, de comment on peut être jugé, poursuivi, comment on peut mettre fin au mandat. C'est à ces niveaux-là. Alors, s'il veut créer la confusion, ça c'est son problème. Parce ou non, il porte les statuts de sénateur. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, il peut porter les statuts de sénateur, mais Kabila, aujourd'hui, est un ancien président de la République. Parce que le sénateur à vie ne peut pas être aligné parmi les personnalités du Sénat. Le sénateur à vie ne fait pas partie du Sénat. Il est sénateur à vie. C'est son titre honorifique. Il est ancien président. Il peut siéger, non? Il ne peut pas siéger. Mais il a déjà siégé. Non, mais effectivement, il a été invité à titre honorifique. Parce que s'il était investi, l'investiture ou l'investiture qui s'est fait lors de la convocation du mandat, lui n'est pas concerné. Voyez-vous? Il ne siège pas parce qu'en réalité, si nous étions dans cette logique, le fait seulement de n'avoir pas participé pleinement à une session, il devait être démis de ses fonctions. Lui n'est pas concerné, même s'il ne siégeait pas. Il a les titres. Ce n'est pas une fonction en soi. Le titre de sénateur à vie. Mais pour qu'il soit jugé, il doit être jugé en tant qu'ancien président. C'est en ces moments-là, son juge reste à la Cour constitutionnelle. Et donc, dans cette confusion, on comprend que M. Moutamba ne veut pas servir la République. Peut-être il veut faire du sensationnel. Dans votre attendement, réfléchissons. Hein, on peut extrapoler un peu Alain Bolodjoa. Je vous le propose. Soyez avec moi sur ce plateau. Alain Bolodjoa, si Kabila commettait un autre crime ou une autre infraction, qui pourrait être son juge? La Cour constitutionnelle, au regard des dispositions de la loi portant statut des anciens présidents. Même s'il commettait un viol, même s'il volait, la Cour constitutionnelle, même s'il tuait quelqu'un, la Cour constitutionnelle est les juges pénals d'un ancien président. Si vous voulez changer la loi, ça c'est un autre problème. Mais jusqu'à preuve du contraire, je voudrais qu'on soit clair. Même s'il violait, il tuait,
il volait, il tuait, Ouais. il sera jugé par la Cour constitutionnelle. Lui, le coauteur et auteur, le coauteur et complice seront jugés par la Cour constitutionnelle. Sauf peut-être si on changeait la loi, parce que la Constitution ne fait pas mention de ça. Voyez-vous? Ce que nous disons là est sous-tendu par une loi que nous avons demandé par ailleurs qu'on puisse carrément l'abroger. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi, profitant de cette loi, n'a pas voulu le faire parce qu'ils ont la majorité parlementaire. Il suffit seulement de modifier la loi et puis le tout sera joué. En ce moment-là, Monsieur Constant Moutamana ne va pas porter la crasse parce que ce que nous voyons dans sa démarche, il y a plus d'émotion que la rationalité. Très bien. Et sur le plan faisabilité, je pense que juger Kabila aujourd'hui de la plus mauvaise manière serait de jeter de l'huile au feu et ça serait pas bon. Il faudrait respecter d'abord la procédure, identifier le juge naturel de M. Kabila, le juger dans le respect strict de la procédure et à la fin le condamner s'il échec. En ce moment-là, on comprendrait qu'effectivement la justice a été dite. Nous qui avons demandé son arrestation, nous allons nous dire, ok, il a été bien jugé, bien condamné, et on va prendre note. Mais si on veut faire le forcing justement pour séduire le parlementaire debout, je me rends compte qu'on risque de mettre le pays dans un guet-apens qui ne pourra... d'après vous, Kabila peut être jugé naturellement, comme tout bon citoyen. Naturellement, c'est la procédure qui vous gêne. Kabila, Félix Tshisekedi, tous, nous tous, nous pouvons être jugés. Nous tous, il n'y a pas d'exception. On peut juger Kabila, on peut juger Félix, on peut juger Nanga, on peut juger tout le monde. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est ça même le rôle de la justice. Mais fort malheureusement, nous nous rendons compte que la justice est assez caporalisée. La justice a tendance à s'aligner derrière la philosophie politique. Et ça met en mal leur mission. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Ibola. On va prendre la déclaration de l'opposition. Tout récemment, l'opposition politique, une certaine opposition, une partie de l'opposition. Ah, ça c'est bien dit. Ouais. Ça c'est bien dit. Oui, j'ai choisi toujours ce que j'ai dit à la télé, Alain Bolodjoa. Je sais ce que ça peut créer en termes de répercussions. Une partie de l'opposition, non la moindre, est composée de Martin Fayulu Madidi, président ou soit les répondants de la MOUCA, Joseph Kabila Kabange, les répondants du Front commun pour le Congo, Moïse Katumbi Chapwe pour le compte d'Ensemble et Sissanga pour le compte de Envol. Tous ensemble réclament le processus des évêques de Kinshasa, pacte pour la paix. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, ces démarches, qui visiblement on vous a mis à l'écart Non. Donc posez la question, je suis là. Je vais vous donner la réponse. Vous pensez que c'est réaliste? Ou soit une certaine opinion pense que les deux camps, l'union sacrée de Tshisekedi et le groupe d'opposants que je viens de citer, ont envie d'échanger et aboutir à quelque chose. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, je considère qu'il y a deux approches qui s'imposent dans l'analyse de ces faits-là. La première des choses, c'est la crédibilité de ceux qui ont signé. La deuxième des choses, c'est la philosophie qui gouverne leur démarche. Voyez-vous? Par rapport à la crédibilité, je pense que c'est comme ce qui s'est dit à la cité. Ce sont les grosses légumes. Voyez-vous? Ce sont les grosses légumes. C'est-à-dire Kabila avec le FCC, M. Moïse Katumbi avec Ensemble. Apparemment, Ensemble avait aligné un candidat président. Il y a M. Delis Sissanga qui aurait aussi... Corrigez d'abord, pas apparemment. Non, mais je ne crois même pas à ces élections. Non, le problème n'est pas de croire, mais eux, ils ont aligné. Restons dans les faits. Non, mais je ne crois pas en ces élections. Vous avez reproché à un ministre de l'émotion, mais ne tombez pas aussi dans l'émotion. Non, je ne suis pas dans les émotions, je suis dans la rationalité. C'est connu qu'Ensemble avait aligné Moïse Katumbi. Mais je peux vous démontrer que légalement, il n'y a pas eu élection. Non, le problème n'est pas autour de la légalité des élections. Non, mais le problème, c'est autour de celui qui a été aligné. Non, voilà pourquoi j'ai dit que le caractère illégal de ces processus-là me pousse à croire qu'il n'y a pas eu élection. Voyez-vous? Allez-y. Voilà pourquoi je conteste la légitimité de toutes les institutions.
Et donc, ensemble avait aligné ensemble Katumbi comme candidat. Avait aligné dans cette forfaiture électorale que vous voulez considérer comme élection. Je n'ai pas dit ça. Et voilà. Je n'ai pas encore dit ça. Il était candidat à la candidature dans ce processus. Très bien. Je prends M. Denis Sessang a été aussi candidat. M. Kabila n'avait pas voulu des élections parce qu'il revendiquait le respect des accords, dûment signé avec M. Félix Tshisekedi. Et puis il y a qui d'autre? Martin Fayoulou. Monsieur Martin Fayoulou qui était troisième par rapport à ces fameuses élections. Candidat président sans candidat député. Je ne crois pas en ça. Mais ce qui est vrai, ils sont en droit de le faire. Ils sont en droit de se mettre ensemble. Et ce sont de grosses pointures. Oui, d'après la perception congolaise. C'est-à-dire que ils sont en droit de prendre certaines options, notamment de faire des déclarations conjointes. Mais ce qui est vrai, moi personnellement, je m'inscrirai toujours en faux dans ces démarches tendant à imposer à Martin Fayoulou la cohabitation politique avec Kabila. Personne ne lui a imposé, il a signé de son propre chef. Non, mais apparemment, il y a une décision qui est prise quelque part. Parce que je ne comprends pas comment... Non, personne n'a imposé. Non, mais peut-être vous n'avez pas l'information. Ne le faites pas passer pour un simple politicien. Il a signé de lui-même. Non, mais il peut signer de lui-même, mais je ne vois pas comment tout calcul J'ai du mal à concevoir que Martin Fayoulou a été forcé à signer. Il a signé de son propre chef. Non, mais peut-être qu'il a été poussé à signer. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Ah, voilà. Donc, je considère que ce sont des erreurs de calcul politique, parce que, en réalité, le combat... Pour vous, il ne devrait pas signer? Non, je pense humblement que le combat de Martin Fayoulou devrait résider sur le non-respect du processus électoral de 2018. Parce que tout ce que nous subissons aujourd'hui résulte de cette réalité. Si aujourd'hui Nanga revendique le non-respect des accords, aujourd'hui Kabila considère que Félix Tshisekedi n'a pas respecté les accords, la deuxième victime de ce que eux revendiquent, c'est Martin Fayoulou. Parce que Martin Fayoulou a été désigné par la population, Kabila s'est décidé de faire de Félix Tshisekedi président, et c'est Nanga qui a été instrumentalisé justement pour rendre effective cette forfaiture électorale. Et donc, je pense que si nous voulons être logiques avec nous-mêmes, Félix et Kabila et Fayoulou ne peuvent pas coexister et revendiquer sur des éventuelles élections ou par rapport aux conséquences de ces fameuses élections-là. Ça, c'est mon point de vue. Je sais que je ne serai pas compris, mais l'essentiel, c'est ce que j'ai dit. Kabila est là. Quelle est la revendication de Kabila par rapport à ce qu'il y a? Félix Tshisekedi doit rester... Non, la tyrannie, ça, ce sont des conséquences collatérales. Kabila considère que Félix Tshisekedi n'ayant pas respecté leurs accords, il est en train de faire pression justement pour recouvrer ses droits. C'est ça sa démarche. Recouvrer les droits, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il avait une majorité, on a fait basculer sa majorité, et Félix Tshisekedi ne veut pas respecter ses accords parce qu'il était là pour chauffer la chaise. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut se camponner au pouvoir en ne respectant pas ceux qui se sont convenus. Et donc, je me rends compte... Ça, c'est Kabila. Mais c'est ce qu'il dit chaque fois. C'est ce qu'ils vous disent. Je me rends compte qu'aujourd'hui, la deuxième victime veut s'arc-bouter sur la démarche de Kabila. Alors qu'en réalité, si Kabila arrivait aujourd'hui à recouvrer ses droits, ça va confirmer la crise de 2019. Et donc, dans cette logique-là, moi je pense que... Vous voyez Martin Fayoulou comme les perdants de cette nouvelle cohabitation de l'opposition. Il y a un autre élément que l'on doit soulever. Vous savez que Kabila mourait de sa belle mort avec son fameux PPRD et le FCC. La première personne qui a ressuscité le PPRD-FCC, c'est M. Félix Tshisekedi. Parce que c'est M. Félix Tshisekedi qui a accepté, n'est-ce pas, de dealer avec Kabila pour que Kabila ait cette fameuse majorité qui a été constituée. Mais après les élections, après le divorce, entre guillemets, entre Kabila et Félix Tshisekedi, mais Kabila, dans l'opinion, ne représentait plus grand-chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le fait seulement que Martin Fayoulou a accepté de créer, comment ils ont appelé, bloc patriotique avec Kabila, les gens commençaient petit à petit à parler de Kabila. Il y a même plusieurs déclarations communes avec les Ils ont eu à faire plusieurs déclarations. Ils ont eu à organiser une marche où Fayoulou n'était pas là.
Et c'est Chadari qui a volé la vedette. De Chadari à l'époque, et donc... il a volé la vedette. Martin Fayulu a dit qu'il avait pardonné, accordé son pardon. Non, mais le pardon ne suffit pas. Parce que il n'est pas... Dans les cas du pardon, il n'a pas été la seule... Il a créé le bloc patriotique. Non, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on peut pardonner quelqu'un sans nécessairement être... renouer l'amour. Quand on pardonne, on efface les tableaux. On efface les tableaux par rapport aux faits, mais ça ne crée pas nécessairement la confiance. Parce que dans ce que nous constatons, M. Kabila a eu la possibilité de renaître politiquement, justement parce qu'il a été embrassé par certains opposants. Notamment Martin Fayulu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il se sent fort parce qu'il y a certaines personnes qui disent Kabila zonga, zonga, zonga. Et cela crée un environnement propice pour lui. Et donc, je constate que cette option-là n'est pas la bonne. Mais par rapport au fond, ce qui est vrai. Il vise à obtenir un dialogue. Ce qui est vrai. Sous l'égide de la SENCO et de l'ICC. Ce qui est vrai. Est-ce que ça peut aboutir? Le dialogue, c'est un impératif. Le dialogue, c'est un impératif. Il faudrait arriver à harmoniser. Et d'ailleurs, si vous lisez très bien l'esprit de la Constitution, nous avons opté pour une démocratie consensuelle. Le Constitution a voulu assez que, même si vous avez la majorité, tenez compte de la minorité et même de l'opposition non institutionnelle. Voyez-vous? Voilà pourquoi on a voulu cristalliser cette volonté dans la Constitution en optant pour des options telles que le système proportionnel. C'est justement pour donner la possibilité à la minorité d'avoir droit à la parole. Et tous ces éléments-là concourent à cette démocratie consensuelle. Est-ce que vous croyez à l'aboutissement de... C'est que moi, je vais obtenir gain de cause. Non, c'est fort probable. C'est fort probable, d'autant plus que dans leur démarche, ils voudraient assez que la communauté internationale, c'est ce que j'ai compris, la communauté internationale intervienne pour imposer aux partis ces fameux dialogues. Sous l'égide de la SENCO et l'ICC. Non, mais effectivement, parce que la SENCO et l'ICC sont les deux institutions qui ont plus de crédibilité que tout le monde réuni. Voyez-vous? Ce sont les deux institutions qui ont la confiance de la majorité des Congolais, y compris moi. Mais là où moi et les autres nous ne comprenons pas, dans la démarche de l'ICC et de la SENCO, ils sont en train de rechercher d'abord l'acceptation ou la validation de toutes les parties prenantes. Ils ont eu à voir M. Félix Tshisekedi, ils ont vu les représentants des Kabila, ils nous ont vus, ils ont vu la société civile, ils sont allés au-delà. Ils sont allés voir Nanga, ils ont vu Kagame, ils ont vu Museveni, ils ont vu plusieurs présidents qui interviennent directement ou indirectement par rapport à la situation dans la partie Est. Ils ont vu la France, ils ont vu les États-Unis, ils ont vu, en tout cas, ils ont vu un panel des intervenants. Mais après, ils doivent faire rapport à Félix Tshisekedi. Au président de la République. Oui, c'est lui que vous appelez président. C'est lui qui est le président. Vous l'appelez président, n'est-ce pas? C'est lui qui est le président. Mais vous l'appelez président? C'est lui qui est le président. Bon, je l'apprends alors. Merci pour l'information. Ils vont aller auprès de Félix Tshisekedi pour que celui-ci valide leur démarche afin de convoquer le grand forum qu'ils envisagent. C'est-à-dire que quelque part, on va déjà dans une démarche assez déséquilibrée. Voyez-vous? C'est-à-dire, le problème veut être présenté comme solution. Le prêtre a constaté qu'il y a un problème de dysfonctionnement. Il y a un problème de déviation par rapport à la démarche constitutionnelle. Il y a un problème. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler, ils ont déposé leur démarche, leur initiative en 2020. À l'époque, il n'y avait pas Nanga. C'était par rapport au processus, à ces fameux processus électoraux chaotiques. Ils ont fait leur proposition. Aujourd'hui, parce que Félix Tshisekedi ayant constaté qu'il perdait des plumes par rapport à la situation qui sévit dans la partie Est, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a invités justement pour leur demander leur feuille de route. Il a validé la feuille de route. C'est comme ça qu'ils nous ont consultés. Mais comment voulez-vous que toutes les parties prenantes, tout en voulant crever l'abcès et débattre sur la vraie question, la problématique sécuritaire, la problématique de gouvernance et ainsi de suite, puissent considérer Félix Tshisekedi dans la plénitude de son pouvoir
et négocier avec lui. Parce que si vous allez dans le dialogue, il faudrait que le parti se sente égal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer Félix Tshisekedi dans sa plénitude de pouvoir, c'est lui qui doit être le consommateur de ce que vous allez produire. Parce que quand la classe politique... C'est quoi votre démarche? On a compris la démarche des évêques selon l'explication que vous donnez. La démarche que vous vous posez, c'est laquelle? Non, mais cette démarche-là va avoir comme résultat la conférence nationale souveraine. La vôtre? Non, la démarche de... Non, ça on a déjà compris. La vôtre maintenant. Parce que la démarche des évêques est connue de tout le monde. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit... À quel niveau vous vous opposez à la démarche des évêques et vous proposez quoi? Votre piste? Moi, je considère, il y a deux possibilités. Soit on dépouille M. Félix Tshisekedi de la plénitude du pouvoir pour qu'il... Par quel moyen constitutionnel on peut le dépouiller? Moyen constitutionnel ou moyen politique? Constitutionnel, c'est la loi. Oh, mais la moyen constitutionnel, il n'y a pas de dialogue. Moyen constitutionnel, il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas parler de dialogue et se référer à la Constitution. Par quel moyen politique on peut dépouiller Félix mais justement, c'est comme on a fait avec Kabila à Sand City. À Sand City, on a dépouillé mais il était resté comme président. Non, mais voilà pourquoi je vous dis, il est resté président dans la fonctionnalité de l'État, mais par rapport au dialogue, il n'était pas président. Et la réalité n'est pas la même avec celle de Sand City aujourd'hui. Ah bon? Elle n'est plus la même. Ah, donc vous voulez nous pousser à soutenir les rebelles alors? Je n'ai pas dit qu'il faut soutenir les rebelles. Voilà pourquoi j'ai dit la comparaison que vous faites n'a pas lieu d'être tenue parce que la réalité ne ressemble pas à celle de Sand City. Ah bon, et pourquoi? Mais à l'époque, le pays était divisé en 4. Oui, mais maintenant c'est divisé en combien? C'est juste une partie qui est occupée. Mais avant c'était la totalité. Des proportions différentes. Ce n'est pas la même chose, Alain Bolo. Vous parlez en termes de proportion? Oui. Mais en termes d'effectivité du pouvoir? Parce que quand vous dites que vous parlez en termes de proportion, c'est-à-dire que vous prenez en termes de taille. Mais aujourd'hui... Je n'ai pas tort alors. Non, le problème c'est que nous devons comprendre que tel que nous sommes là, le pays est en train de perdre ses lettres de noblesse, que ça soit sur les questions diplomatiques, sur les questions économiques et même sur les questions sécuritaires. Aujourd'hui, la situation est plus chaotique que ce que nous avons connu avant. Nous parlons des deux tableaux, s'il vous plaît. Non, mais effectivement, voilà pourquoi je vous dis la situation actuelle... S'il vous plaît, c'est vous qui avez la parole, c'est vous mon invité, moi je ne pose que des questions. Vous évoquez la situation de Sand City et vous prétendez que c'est là la voie idéale pour que nous arrivions à un dialogue. Non, je ne l'ai pas dit. Tout le monde, d'accord. Vous allez prendre la parole. Non, je ne l'ai pas dit. S'il vous plaît, vous prendrez la parole. Et moi, je vous dis que la réalité n'est pas la même. Parce qu'à l'époque, nous avions un pays presque divisé en 4, avec plusieurs rébellions. Lorsque je compare la situation de l'époque à celle d'aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a des degrés différents. Ce n'est pas la même chose. Non, mais donc, vous parlez en termes de superficie. J'ai conclu en disant que votre démarche ne semble pas la voie idéale, d'autant plus que la comparaison que vous faites ne tient pas. Non, mais moi je vous parlais en termes de scénario. Je ne vous ai pas dit que c'était ça mon option. C'est-à-dire que... Moi, j'ai demandé votre option. Non, mais effectivement, mais je vous dis, il y a deux postulats. Le postulat de ces fameux dialogues avec Félix Tshisekedi. Si vous voulez aller en dialogue avec Félix Tshisekedi, il doit être dépouillé de son pouvoir politique pour faire ce qui s'était passé à Sand City. Kabila était effectivement président dans un coin, les autres étaient aussi de chefs quelque part. Aujourd'hui, nous avons pratiquement la même réalité. Nanga et sa bande, c'est dans l'autre côté, Félix Tshisekedi est de l'autre côté. Mais la similitude réside à quel niveau? À l'époque où Kabila était président, il pouvait prendre des décisions, il soutenait par ailleurs les autres partis sur le plan fonction publique. N'oubliez pas que c'est Kabila qui payait les enseignants, même dans les sites, dans les zones occupées. Aujourd'hui, l'État congolais a coupé le cordon ombilical. L'État ne paye plus le fonctionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, ces États-là sont plus autonomes que ce qu'il y a aujourd'hui. Attention! Et par rapport à la configuration internationale, à l'époque, le pays qui soutenait l'État était divisé en deux. Mais aujourd'hui, nous nous sentons que Félix Tshisekedi n'a pas d'accompagnateur. Aucun pays ne l'accompagne. Mais à l'époque, Kabila a été soutenu par d'autres pays africains. C'est-à-dire que le Congo aujourd'hui étant isolé, aujourd'hui c'est plus facile à Nanga
de renverser le pouvoir que les autres à l'époque de Bemba. Donc, au regard de cette réalité, il faudrait que M. Félix Tshisekedi soit dépouillé de son pouvoir politique. Second postulat. Deuxième option, c'est de le mettre hors d'état de nuire. Lui, Nanga et Kabila. Et je crois que c'est ça notre tendance. Parce que je considère que on ne peut pas être solution. Une petite question de relance. Avec quel moyen on peut mettre Tshisekedi de côté, Nanga de côté, pour aller dans cette solution miracle que vous proposez? Ah, c'est une solution miracle. Avec quel moyen? Vous parlez de moyen en termes d'argent ou en termes de volonté? De tout. Le tout, c'est-à-dire? Le tout, c'est-à-dire moyens matériels, financiers, logistiques, ressources humaines. Mais je tiens à vous dire, Nanga de côté, et aller dans votre solution non, je tiens à vous dire, dire, c'est une option idéale. Oui, mais je refuse pas. Mais alors, avec quel moyen voilà. Allons-nous arriver à la... Non, nous sommes en train d'analyser de cette option. Non, mais le peuple. Bon. Le moyen, c'est le peuple. Parce que... Pardon? Vous pensez que le peuple est aliéné, le peuple ne peut pas chercher à se libérer, le peuple doit compter sur Félix Tshisekedi, Kabila et Nanga. C'est ça votre option. C'est-à-dire que vous voulez qu'on y réfléchisse. Nous n'avons pas un peuple qui est aussi éveillé que ça. Mais quel est le peuple qui aurait voté 73,34% Félix Tshisekedi? Ah, vous acceptez que c'est le peuple qui a voté? Non, qui aurait. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour vous, vous nous dites ici que le peuple congolais est excessivement naïf jusqu'à telle enseigne qu'il ne peut pas s'auto-libérer. D'accord. Et si alors le peuple n'était pas naïf, comment a-t-il laissé que l'on prenne ces voix qu'il a données à Fayulu, mais qu'on a donné à quelqu'un d'autre? Et que cette fois-ci, que l'on prenne encore ces voix, qu'on donne à quelqu'un d'autre qui n'a pas été élu et que le peuple n'a pas agi pour récupérer sa souveraineté, s'il n'est pas naïf, comme vous le dites sur mon plateau. Non, le problème c'est que je ne crois plus à ces peuples-là. Ouais. Vous avez les désespoirs. Je donne des éléments. Non, mais vous avez les désespoirs justement parce que vous ne voulez pas intégrer la donne historique. Pouvez-vous me citer un seul peuple dans le monde qui s'est révolutionné à chaque année? Il y aura toujours un moment. Voilà pourquoi j'ai dit, moi je suis un évangéliste, je viens évangéliser justement parce que je crois en ces peuples-là. Le jour, non mais effectivement je suis dans cette démarche, même si vous ne croyez pas, mais je pense qu'il y aura un jour où le peuple va se réveiller et va prendre la bonne décision. Merci. Ce qui est vrai, moi je ne peux pas vous apporter de solutions comprimées aspirine. Du genre, Félix Tshisekedi, Nanga, Kabila. Je ne suis pas dans cette logique. Nous sommes dans la logique d'une solution idéale. Et dans cette solution idéale, il n'y a que le peuple qui en a le pouvoir. Dernière question sur cette problématique. Vous, si les évêques sont invités à organiser un dialogue comme ce fut le cas en 2018, est-ce qu'Alain Bolodja sera partant? Sous la format oui et non. Oui et non. Oui et non. Pas le chaud et le froid en même temps. Non, c'est pas le chaud et le froid. Il y a deux conditionnalités. Oui et non. C'est-à-dire, oui, si je constate que les résolutions de ces dialogues vont s'imposer à tout le monde. Comment allez-vous connaître les résolutions alors que les dialogues n'ont même pas commencé? On l'a convoqué seulement. Non, mais... Qui l'a convoqué, alors on vous appelle à venir justement pour proposer les résolutions. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit... Vous m'avez posé la question sous forme des hypothèses. Voyez-vous? C'est-à-dire, vous voulez savoir si aujourd'hui le prêtre est arrivé à convoquer le dialogue. Donc, c'est une hypothèse. Pas arrivé. Ils sont invités à convoquer. Non, mais voilà pourquoi je vous dis... S'ils sont invités à convoquer par Félix Tshisekedi, pour qu'à la fin, qu'on lui donne les résolutions du Congrès de l'Union sacrée, ça sera l'Union sacrée. C'est-à-dire pour prendre les résolutions de l'Union sacrée et de lui déverser pour orienter sa politique, je ne serai pas impliqué. Parce que naturellement, je ne peux pas cautionner la démarche de Félix Tshisekedi qui est considérée pour moi comme problème. Donc vous ne serez pas partant? Non, mais si ça sera pour accompagner Félix Tshisekedi, ça ne sert à rien. Je suis clair. Mais si ça sera pour aider la République, je suis ouvert. Et d'ailleurs, ils savent très bien, lorsque nous avez... vous savez, dans la communication politique, les gens comprennent que vous êtes aussi d'accord pour ce dialogue. Non.
Je suis dialogue. Parce que si vous étiez opposé, on vous connaît, vous allez non. Non, je suis. Peu importe. Non, mais attention. Mais là, vous êtes si oui ou non. Non. Les initiés comprennent. Non, Alain Bolodjoa aussi. Non, un initié n'est pas opposé. Non. À l'idée d'un dialogue. Un initiateur, sous l'égide de la CNCO et de l'ECC. Un initié ne peut pas comprendre cela. Parce qu'il y a possibilité que Félix Tshisekedi soit dépouillé de son pouvoir politique et on organise le dialogue. Il y a possibilité d'organiser le dialogue sans Félix Tshisekedi et il y a possibilité d'organiser les élections dans le cas de Félix Tshisekedi. Dans le cas de Félix Tshisekedi, je ne viendrai pas. Ça, c'est clair. Moi, je ne peux pas être accompagnateur de Félix Tshisekedi. Même si c'est Jésus, je ne viendrai pas. Je suis clair. Je ne viendrai pas. Je suis chrétien. Si Jésus me dit, va dialoguer avec Félix Tshisekedi, je vais hésiter. Parce que pour dialoguer avec quelqu'un... Vous respectez la CNCO et les CC, non? Non, mais je les respecte, oui. Ils sont crédibles. Non, ils sont crédibles. Est-ce que vous allez refuser d'aller dans un dialogue qu'eux vont... Mais la crédibilité s'entretient. Si vous allez servir Félix Tshisekedi, ne comptez pas sur moi. Ça, c'est clair. Moi, je ne peux pas être accompagnateur de Félix Tshisekedi. Jamais. Jamais. Merci beaucoup. Alain Bolodjoa Ibola, il nous reste 12 minutes. 12 minutes seulement. Ebirant Kolongele. Pourquoi le gouvernement d'union nationale tel qu'annoncé par Félix Tshisekedi traîne le pas? Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Non, mais je donne déjà la réponse. Vous pouvez continuer. Oh là là. Ils ne sont pas sérieux. Intolérants. Je le suis. Pourquoi le gouvernement ne sort pas? Est-ce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient ou qu'ils ne se sont pas encore mis d'accord avec les uns et les autres? Bon, contrairement à votre formulation, je pense plutôt qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils voulaient. Voyez-vous? Parce que ce que vous voyez là, ce ne sont que des conséquences. Ceux qui me connaissent savent que je l'avais déjà prédit. Ils allaient échouer lamentablement. Parce que déjà, dans la fixation des objectifs, ils n'ont pas bien fixé les objectifs. C'est déjà une faute lourde par rapport à leur démarche. Deuxième erreur, la désignation de la personne à appliquer ou à rechercher l'atteinte de cet objectif. Vous savez, moi je connais un peu bien la sociologie politique de mon pays. Un peu bien. Je connais le comportement des uns et des autres. Tous sans exception. Je connais comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils désirent. Vous ne pouvez pas confier la mission à un sous-lieutenant pour traiter avec les généraux. Ça, c'est déjà un principe. Si vous voulez avoir Kabila, vous voulez avoir Fayoulou, Moïse Katumbi et les autres là, il faudrait que la personne soit dans leur spectre. Si Félix Tshisekedi avait pris le téléphone et commencé à appeler chacun d'entre ces personnages-là, ils allaient se sentir considérés. Probablement certains d'entre eux allaient y répondre. Parce que dans la scène politique actuelle, Kolongele ne représente pas grand-chose. C'est vrai, il est intelligent. C'est à cause de la personne que... Non, mais ça joue aussi. Ça joue aussi. Ça joue aussi. Ça joue aussi. Parce qu'il n'est pas dans leur cadre, en fait, relationnel. Voyez-vous, il a commis un péché par rapport aux objectifs. Vous invitez la classe politique à intégrer votre gouvernement sans arriver à crever l'abcès. Parce que ce qu'on vous reproche, ce n'est pas le fait que vous n'ayez pas intégré l'opposition dans le gouvernement. Il y a certains faits politiques qui doivent être traités avant toute idée de mettre en place ces fameux gouvernements. 3 hommes objectifs. Quelle est la vision ou l'objectif poursuivi par ces fameux gouvernements? Parce que pour que vous arriviez à savoir ce que le gouvernement futur fera, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que le gouvernement présent n'a pas pu faire et pour cause. Quelles sont les raisons de l'échec de cette dame? Parce que la dame est venue... Madame Souminois. Ah, elle n'est pas dame. Non, cette dame-là, vous voyez, vous êtes un acteur politique, un peu d'élégance. Non, mais c'est pas élégant. C'est-à-dire quand je l'appelle dame, c'est pas élégant. Les noms, je dois à chaque fois citer son nom. Ajouter les noms, ça vous coûte aussi rien. Ah, bon, j'ai dit... Madame Souminois. Ah, Souminois. Elle s'appelle Souminois. Madame Souminois, c'est le nom de son mari. Ah, je dois l'appeler au nom de son mari. Non, mais c'est ça, l'élégance. Non, mais l'ordonnance la nommant, c'est écrit quoi? Bon, appelez-la par son nom quand même. Oui, mais quel est son nom? Donnez-moi le nom. Judith Toulouka Souminois. Ah, donc, Madame Toulouka. Très bien, Madame Souminois. Voilà. Toulouka Souminois. Voilà. Très bien. Comme j'ai son nom, je la cite en tant que telle. Madame Toulouka Souminois.
cette dame a été nommée pendant que nous étions dans une situation de guerre. Voyez-vous? Et donc, en réalité, elle devait arriver à orienter les actions pour mettre fin à la situation. Nous constatons qu'elle a lamentablement échoué sur tous les plans. Tous les plans. Même en termes de coordination des actions gouvernementales. Elle a lamentablement échoué. Alors, la grande question. La personne qui l'avait désignée, c'était fondé sur quoi pour qu'elle soit là? Vous comprenez? C'est-à-dire que le problème en réalité n'est pas le membre du gouvernement. Le problème, c'est l'incapacité de Félix Tshisekedi à orienter les choses et à se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Merci. Et donc, même si on mettait aujourd'hui ces fameux gouvernements, parce que d'après ce qu'on nous a dit, ils nous ont consultés, ils sont venus nous chercher, nous tous. Vous? Tout le monde. Bon, moi et certains. À vous, ils ont dit quoi? Non, le gouvernement va sortir d'ici les 15, c'est-à-dire le mois, d'ici les 15, on va mettre le gouvernement, et tout ça, l'argent, poste, et tout ça. Non, mais comment pouvez-vous... On vous a proposé combien? Non, ça ne sera même pas intéressant. Non, comment voulez-vous... Combien on vous a proposé? Déjà, les personnes qui ont été envoyées n'avaient pas la capacité de décider sur le montant. Et puis, deuxièmement, quand ils faisaient leurs incantations, je comprenais qu'ils n'étaient pas crédibles. Pas les personnes envoyées, mais les personnes qui les auraient envoyées. Parce que ce qui est vrai, vous ne pouvez pas commencer à me parler d'argent sans que l'on sache pourquoi on est en désaccord. Merci. Ne donnez pas l'impression comme si vous êtes ces gens d'hommes qui veulent draguer les femmes moyennant l'argent. Moi, je ne crois pas en vous. Je sais que vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas digne de gouverner la République démocratique du Congo, surtout en situation de crise. Et vous venez pour nous faire des propositions sur le poste. Alors que le vrai problème... Vous a proposé quel poste? Ce n'est même pas important. Je sais qu'ils ne vont jamais respecter. Ils vous ont proposé quel poste? Ce n'est même pas important. Dites au peuple. Non, mais ce n'est même pas important. On vous a proposé quel poste? Ce n'est même pas important. Très bien. De toutes les façons, vous n'êtes pas obligé de répondre. Ah, vous l'avez compris. On va chuter dans 6 minutes. Alain Bolodjoa Ibola, je vous donne 6 minutes de conclusion pour nous donner votre lecture, hein, votre lecture de ce processus de Doha, de Washington, et ce qui va arriver après. Le gouvernement congolais se retrouvait, pas le gouvernement. Je pense que le président Tshisekedi a délégué ses pouvoirs aux experts, un groupe d'experts congolais qui négocie avec les M23 à Doha. Vous êtes au courant de ça? Fort malheureusement, oui. Oui. Puis après, il y a eu la déclaration de Washington, déclaration de principe entre la RDC, votre pays, et le Rwanda sous la médiation des Américains. Au terme de cette déclaration de principe, il y aura un accord qui sera signé entre le Congo et le Rwanda sous la médiation des Américains. Je vous donne 5 minutes pour nous dire les enjeux de ces processus, le contrat ou l'accord lui-même qui sera signé et ce qui va arriver après. Vous avez 5 minutes. Bon, je crois que le premier élément que nous devons noter, c'est que au stade actuel, ceux qui sont vos dirigeants n'ont ni le pouvoir d'accepter, ni le pouvoir de refuser, sur tout le plan. Le gouvernement était astreint à envoyer ses émissaires à Doha pour dialoguer avec les M23. Les M23 avaient pris Walikale, et dans Walikale, il y a Alpha Mining, qui est une entreprise américaine. Les Américains ont décidé, ont demandé au M23 AFC de quitter Walikale. Eux, de leur côté, ont exigé à ce que les Américains puissent intervenir pour qu'il y ait ces fameux dialogues. Félix Tshisekedi, tout en accordant son accord de principe sur les dialogues, mais il hésitait. Et ils sont allés à Doha. La désignation de Doha, pourquoi? Parce que le Qatar est le plus grand financier de l'économie rwandaise. Et le Qatar a plusieurs projets en cours ici. Et notamment la gestion de port de Matadi.
le grand projet de port de Banana, il y a d'autres projets ici et là qui sont soutenus par le Qatar. Et le Qatar travaille sous l'égide des Américains. Ce sont les intérêts américains. Et donc, ils ont trouvé un consensus pour qu'il y ait ce dialogue. En réalité, le M23 peut vous ne pas accepter. Ils vont pousser ces fameux gouvernements à poser des actes pour justifier leurs avancées. Je suis sûr qu'ils sont dans cette logique-là. Et ils ont pondu quand même une volonté écrite. Mais cette volonté écrite présage déjà qu'il y aura effectivement crise. Parce que le malheur, c'est que le fameux gouvernement a mal négocié déjà à partir des conclaves qu'il y avait avec le groupe armé, Nairobi, Luanda, et ainsi de suite. Donc nous sommes devant un guet-apens qui nous a été imposé par le pouvoir. On a amené Félix Tshisekedi et son gouvernement au niveau des États-Unis pour signer un accord de principe, justement dans l'idée de signer un accord qui va aliéner notre souveraineté. Et donc, vous allez vous rendre compte que le Rwanda est en train de gagner sur tous les tableaux. Il gagne au niveau de AFC bar M23, il gagne au niveau d'État, dans le cadre bilatéral, et fort malheureusement avec l'accompagnement des États-Unis. M. Félix Tshisekedi va signer plusieurs accords, mais disséqués en deux. Il signe avec le privé, il a signé avec Blackwater, justement pour sécuriser les sites, et ils seront déployés au niveau de nos frontières pour, d'après ce qu'on nous présente, pour juguler l'exploitation illicite. Mais cette question-là va toucher aux intérêts des Chinois. Et donc, je pense humblement que la grande crise est à venir. Et voilà, pour combler le tout, un État souverain qui veut aller contracter ou signer des accords avec un autre État souverain, les États-Unis, on nous impose à nous un troisième élément dans les discussions bilatérales. Et aujourd'hui, on a un accord avec le Rwanda, on a un accord, certains accords avec les États-Unis, et on aura encore un accord entre les trois. Je pose la question, au nom de quel principe allons-nous conditionner la signature avec un État tiers en présence d'un autre État qui du reste est en conflit avec nous? Nous allons constater que toutes les victimes vont continuer à pleurer parce que le gouvernement sera dans l'incapacité de poursuivre tous ceux qui ont posé des actes répréhensibles. Deuxièmement, on va fragiliser notre armée, fragiliser nos services, parce que nous serons dans l'incapacité de reconstituer notre armée, justement parce qu'on va cette fois-ci légaliser l'occupation. C'est-à-dire que le Rwanda aura une mainmise sur nos services et naturellement, on ne sera pas dans la capacité de redresser ou de requinquer notre armée et cela fera en sorte que nous reportions la crise jusqu'en 30 ans. Et donc, devant ces réalités, je considère que M. Félix Tshisekedi a fait preuve d'une haute trahison qui ne peut pas être étouffée par la volonté politique. Pour que nous résolvions ces problèmes, je suis convaincu aujourd'hui que la solution est la meilleure, c'est l'article 104. Mais cela ne passera inéluctablement que par l'intervention de la population. On me dit ici qu'on ne peut pas compter sur le peuple. Si le peuple a accepté... On ne compte plus au regard de... Si le peuple... Alain Bolodja, s'il vous plaît. Non, vous m'avez accordé 5 minutes. Mais là, laissez-moi... Vous aurez tout le temps. Hein? Vous aurez tout le temps. Très bien. Si le peuple s'est désengagé, si le peuple abdiqué à sa responsabilité, si le peuple abdiqué à sa responsabilité historique à mettre fin à cette aventure, eh bien, je comprendrai que le peuple veut être des aliénés volontaires et naturellement, je ne vois pas pourquoi on devra continuer à se battre pour un peuple qui va accepter sa situation. Et donc, moi, je crois à ces peuples, je demande au peuple de faire échec à l'individu Félix Tshisekedi et à son groupe Union Sacrée, en intégrant Kabila, Nanga, tous ceux qui ont mis le pays à genoux et que nous comptions sur les renouvellements, je l'ai cité, les renouvellements de la classe politique pour espérer un lendemain meilleur. Voilà. Énergie, hein? J'en ai encore, ne vous en faites pas.
Merci beaucoup Alain Bolodjoa d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Mais vous n'espérez pas le retrait de ce groupe armé M23 AFC de territoire occupé à la suite de la signature de l'accord entre les trois parties? Ils ne vont pas se retirer, ils vont intégrer, ils vont être... il y aura réinsertion. Ils ne vont pas se retirer, mais il y aura réinsertion. Dans l'armée? Tous les déplacés, tous les réfugiés vont quitter le Rwanda pour venir ici. Ils ne peuvent pas devenir de nouveaux réfugiés au Rwanda parce que l'accord sera signé dans ce sens. On va les réinsérer, c'est écrit dans le communiqué final sanctionnant la fin des assises de Nairobi et même de Luanda. Et si vous prenez la résolution de EAC SADC, ils ont dit la même chose. Le Conseil de sécurité avec sa résolution 2773 disent la même chose. Et donc, naturellement, comprenez que Nanga viendra ici. Il sera accueilli comme on avait accueilli Bemba. Il viendra, il va s'asseoir avec Félix Tshisekedi et éventuellement courir ensemble. Dernière question. Est-ce que nous avions le choix entre l'avancée de M23 suite à ce que nous avons vu, ce qu'on pouvait appeler débâcle ou l'inefficacité de nos forces sur terrain, parce que Goma occupé, Bukavu occupé, tout occupé. C'est ça la haute trahison. Est-ce que nous avions le choix? Le nous là, c'est qui? Le nous là, c'est qui? La République ou l'Union sacrée? Non, ne mélangez pas les choses. Laissez-moi poser la question, non? Vous êtes venu pour répondre aux questions. Oui, je réponds à toutes les questions. Mais contredire. Non, je ne laissez-moi poser ma question. Je vous rappelle juste, il faut poser, faire un distinguo entre la nation et l'Union sacrée. Alain Bolodjoa, je vous retire d'abord la parole. Merci pour la dictature. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est une république en part entière. Ce n'est pas non cours qui me contredira. Alain Bolodjoa, est-ce que nous avions... La République avait le choix entre cette situation dans laquelle la rébellion soutenue par le Rwanda avançait au jour le jour et de négocier un accord contre la paix, chose qui est en train d'être faite aujourd'hui. Que je réponde? Oui, c'est la question. Ah, vous redevenez démocrate. En fait, je voudrais vous rappeler que tout ce qu'on nous impose aujourd'hui, nous l'avons accepté avant que le M23 ne ressurgisse. C'était avant. C'était avant. Parce que quand M. Félix Tshisekedi signait des accords ou s'entendait avec le M23, c'est ce qu'ils vont obtenir aujourd'hui. Oui, mais là, la situation a évolué. On est dans la situation a évolué. Deux grandes villes du pays sont occupées. Plusieurs pas deux grandes villes, deux grandes provinces. Oui, bon, deux grandes provinces. Au sein de ces provinces, il y a d'autres villes. Pas totalement. Les deux provinces ne sont pas totalement occupées. Non, mais effectivement. C'est comme ça que je parle de villes, de territoires, de localités occupées. Dans les deux grandes provinces. Est-ce que nous avions le choix? Le nous, là, si vous parlez... La République. Non, mais apparemment, vous ne voulez pas me laisser répondre. Si vous parlez en termes de République, la République ne peut pas être condamnée à faire le choix entre le oui et le non. La République avait plusieurs possibilités. Pourquoi sommes-nous faibles? Parce qu'il y a un commandant en chef faible. Ce n'est pas le débat. La question ne porte pas sur ça. Non, la question porte sur le président de la République. Les M23 AFC soutenus par Nanga avancent. Ils sont là. Oui. À cause de... Vous constatez que l'armée n'arrive pas à les contenir ou à les chasser. Oui. Mais à côté, on vous dit de dialoguer pour sauver la situation. On va sauver quelle situation? Quoi à ce moment-là? En ce moment-là, je vais me poser la question, suis-je capable de mener à bien les opérations? Parce que le problème, c'est que vous voulez nous dire, Félix Tshisekedi n'avait pas de choix. Mais la République en avait. La République devait se débarrasser d'un commandant en chef défaillant. Parce que c'est sa défaillance qui a fragilisé l'armée. Le problème, c'est que nous avons déjà levé l'option de faire la guerre dans la Constitution. La Constitution a consacré la guerre comme solution. Et donc, lui n'a pas su canaliser les énergies pour que nous ayons une armée forte. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, il était déjà préalablement dans le complot. C'est lui qui a planté les décors. C'est lui qui a fragilisé notre armée en signant des accords de cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté. C'est lui qui a fragilisé le contrôle citoyen et l'armée en décrétant l'état de siège sans moyens. C'est lui qui nous a imposé cette diplomatie polluée qui n'a pas su convaincre le partenaire. C'est lui qui a découragé tous ceux qui avaient l'intention de nous venir en aide. Et c'est lui maintenant qui veut nous présenter comme si il était solution. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui,
Nous l'avons déjà dit. Hein. Merci Alain Bolo N'oubliez pas Joa que Papa Ibola. Mwanda a parlé de 3 missions de Félix Tshisekedi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Merci Alain Bolo Joa Ibola. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine si vous aurez le temps. Je serai là. Si je ne serai pas arrêté, je serai là.